Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je ne suis pas hors sujet? Bon, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, bon. Puis je vais vous montrer un petit peu, vous traduire un petit peu ce qu'a été notre expérience à l'hôpital militaire de Percy, à travers en particulier le récent conflit d'Afghanistan et les problématiques que ça a posées pour nous. Effectivement, on s'est retrouvé avec une cohorte un petit peu plus importante de blessés amputés. Et avec une problématique qui est celle, effectivement, d'exprimer à travers une prise en charge la reconnaissance de la nation, la générosité et la reconnaissance. C'est un terme important parce que c'est le terme fondateur des pensions militaires d'invalidité. Or, parallèlement, nous savions que arriver sur le marché, arriver sur le marché pour ces amputés de membres supérieurs, de nouvelles générations de prothèses, dites bio-ioniques, nouvelle génération, et qu'on se trouvait confronté, parce qu'elles ne sont pas prises en charge par les organismes sociaux, avec un problème de financement. Donc c'est à l'occasion de la visite des nombreuses autorités de l'État que nous avons fait un lobbying intense pour obtenir le financement, ce qui est fait maintenant. Il faut comprendre qu'on passe d'un financement d'une dizaine de milliers d'euros pour les prothèses les myoélectriques les plus performantes à environ 50 000 euros avec un contrat de maintenance de 5 ans. Donc c'était une véritable problématique et nous sommes les premiers avec 3 problématiques. Une, c'est d'être dans un gage de neutralité. Vous verrez qu'il y a 3 mains sur le marché, des enjeux, j'allais dire, industriels divers et variés, et donc il fallait absolument garder une grande neutralité. 2, parce que c'est tout nouveau, c'est trouver les paradigmes, peut-être quelque part les plus simples possibles, permettant de prouver qu'effectivement, ces mains, elles apportaient quelque chose de plus. Et 3, effectivement, d'obtenir, comme je vous l'ai dit, ce financement, ce qui vient de faire l'objet d'un décret. Alors, quand je dis que j'ai réfléchi, c'est qu'effectivement, on est dans une problématique où d'énormes progrès ont été faits et on se retrouve dans les mêmes problématiques qui sont celles de l'effecteur et de l'interface cerveau-machine. Et vous allez voir un petit peu que dans tous ces domaines-là, des progrès ont été faits. Concernant les progrès, et je comprends que M. Bussel m'a invité parce qu'il était venu à un colloque à l'Assemblée nationale, il m'avait dit c'est quand même formidable votre truc, avec vos vidéos, on voit avant, on voit après, on voit que ça marche. Nous, on bataille avec la spasticité, on essaie de trouver des plateformes, on essaie de trouver des paradigmes, et c'est compliqué. Effectivement, il y a un avant, un après. Voilà ce que c'est que la main la plus performante, remboursée par les organismes sociaux, c'est la main Myoboc, et qui permet essentiellement, j'allais dire, de faire de l'ouverture, de la fermeture. C'est une prince tridigitale. Et éventuellement, si vous changez de paradigme, c'est-à-dire si vous co-contractez vos épicondyliens, vos épitrochléens, vous passez en pronosupination. Et on savait donc parallèlement que 3 mains étaient disponibles sur le marché. Dans un premier temps, une des problématiques, c'était qu'un seul revendeur était présent sur le marché en France. Et donc on a un peu fouetté les industriels pour que ces 3 mains, il y a celle de gauche est allemande, celle du milieu est anglaise et celle de droite est écossaise. C'est des belles histoires d'ailleurs, c'est des petites PME qui investissent beaucoup en R&D, pour certaines. D'autres sont des groupes extrêmement puissants. La particularité, c'est que c'est la première fois, c'est vraiment la première fois qu'on est arrivé à des modes de préhension personnalisés et où on est capable de reproduire, j'allais dire, avec ses effecteurs, toutes les pinces et toutes les capacités de préhension quelque part humaines. Voilà. Pour certaines, elles ont jusqu'à 24 programmes qui sont gérés par check de 4 à 5 programmes, ce qui nécessite, vous allez le voir, quand même une tâche attentionnelle divisée importante. Avec, effectivement, on a même parfois des doigts robotisés. On est en train d'équiper nos patients pour des amputations partielles, et donc des capacités de préhension, donc une incrémentation des performances sur le plan fonctionnel, donc une amélioration, diminution du handicap, amélioration de la qualité de la vie, diminution des restrictions de participation, pour parler CIF. Alors, là aussi, voilà l'avant-l'après, et ça, je crois que c'est ce qu'aime bien M. Bussel. Voilà un de nos adjudants-chefs des mineurs de la Légion étrangère, une des icônes de la Légion étrangère, d'ailleurs, amputé. Alors, c'est un mono amputé, hein, donc il est amputé, membre supérieur à gauche. Voilà ce que c'est avec une main classique, sur des activités aussi basiques que du couteau-fourchette. Et voilà toute la difficulté qu'il a à manipuler le couteau-fourchette dans des activités. Et voilà un autre des mineurs. Lui, biamputé, avec les mains nouvelle génération. Je pense qu'effectivement, ça parle de façon assez simple sur les capacités de préhension retrouvées et, j'allais dire, la performance de ces matériels. Comme je vous l'ai dit, il nous a fallu trouver des moyens d'évaluer objectivement et qu'en particulier, on a essayé avec le service d'ergothérapie de mettre en place tout un tas de tests. Alors vous avez un test que vous voyez ici, là aussi c'est un autre des mineurs. Il est à gauche avec une main classique et à droite avec une main nouvelle génération. C'est le test 400 points qu'en fait on est en train de revalider parce qu'on n'utilise que 200 points. Je crois que l'IRR à Nancy de Jean Paysan fait la même chose.
Et vous voyez que ça, là aussi, on est dans une capacité, et vous voyez toute la difficulté qu'il a voilà, dans certaines prises. Et surtout, regardez bien toutes les compensations d'épaule. Là, je vois Roskatz qui regarde un petit peu. Toutes dans le reaching et le grasping, toutes les capacités, voilà, toutes les compensations qui sont mises en place. Et finalement, qu'on ne retrouve pas peut-être avec ces mains nouvelle génération. Et c'est ça aussi, c'est un élément intéressant. Gage de neutralité, là aussi c'est toujours le démineur, et vous voyez un petit peu, est-ce qu'elle s'est déclenchée? Non, peut-être pas. Vous voyez tout simplement, voilà, de la termino-terminale, vous voyez un petit peu la rapidité, la fluidité, et l'apprentissage séquentiel que ça nécessite en termes de rééducation. Gage de neutralité, vous l'avez vu avec une main d'un industriel, vous le voyez là avec une deuxième main. C'est pour ça qu'on a monté un protocole d'évaluation où on met en place la main. Il doit comprendre comment elle marche. Hein. Il faut comprendre que, vous allez voir, c'est l'effecteur, mais tout est commandé encore par deux canaux, deux électrodes cutanées, épicondylien et épitrocléen. Donc vous voyez toute la tâche intentionnelle que ça nécessite quand on change de fonction, quand on change de main. Et le voilà avec la troisième main dans des fonctions basiques, où cette main en particulier est intéressante parce qu'elle a aussi, mais elle a peut-être moins de capacité de préhension, elle a des capacités d'adduction actives qui sont parfois assez intéressantes. Et ensuite, le patient fait son choix. Voilà, ça, c'est l'effecteur. Il est évident, comme je vous l'ai dit, tout ça, toutes ces mains, 24 canaux, 12 canaux, 15 canaux, tout ça, c'est encore commandé par deux entrées. Et ça, c'est le vrai problème, parce qu'effectivement, il y a une fatigue cognitive, une tâche d'attention divisée, même si je suis stupéfait d'expérience par la rapidité avec laquelle les patients intègrent rapidement les mains et finalement, au bout d'un moment, les oublient et arrivent à s'en servir. Mais c'est quand même un travail d'attention divisé. Alors, d'où sont venus les progrès dans cette interface cerveau-machine? Eh bien, comme toujours, des Américains. Pourquoi? Là, vous avez le nom de Paul Pasquina, qui est mon alter ego américain du Walter Reed Army Hospital, qui a accueilli la grande majorité de ces blessés et qui est très impliqué dans les process d'appareillage. Ils ont eu énormément d'amputés, beaucoup plus que nous, hein, à peu près 1200 amputés sur le conflit Irak-Afghanistan, 200 amputés de membres supérieurs, donc voilà. Et surtout, ils ont l'équivalent de notre DGA, qui est la DARPA, qui a des financements du Sénat et qui a permis de faire des appels d'offres. Voilà. Et qu'en particulier, en 5 à 10 ans, ils ont fait des progrès considérables. Alors, je ne l'ai pas là, mais ils ont fabriqué une main myoélectrique encore plus performante, mais elle vaut près d'1 million de dollars. Mais surtout, dans toute cette interface cerveau-machine, tous les travaux que je vais vous montrer là, en particulier ceux de Quicken à Chicago, d'autres travaux de ma collègue canadienne Jacqueline Ebert, tout ça, c'est des travaux qui ont été faits à la Johns Hopkins. Il y a des publications de la Johns Hopkins, mais pas tant que ça. Je vous invite à aller sur le site de la Johns Hopkins où tout est en ligne et vous verrez les progrès sont assez stupéfiants dans ce domaine. Alors on va partir du haut vers le bas. Voilà. On va prendre le cas du dysarticulé d'épaule. Eh bien, on va imaginer quand même que quelque part, à la sortie du plexus brachial, eh bien, sont déjà individualisés les nerfs, le musculocutané, le médian, le radial et le lunaire. Et puis, à côté, vous avez un muscle, le pectoral, qui a 4 faisceaux. Et ils se sont dit, on va aller me remettre sur chacun des faisceaux, chacun des nerfs. Et est-ce que ça marche? Donc ça, c'est les travaux fondamentaux de Quicken. Est-ce que ça marche? Voilà, donc ils ont réimplanté. Voilà. Et on passe finalement on a un patient qui va avoir 4 canaux, qu'il va dissocier sur les 4 principaux nerfs du bras, sur lesquels il va falloir qu'il gère et son épaule, et son coude, et sa main. Voilà. Est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Alors, je voudrais qu'on mette le son, s'il vous plaît. Relax. Voilà. Close. Relax. Open. Relax. Close. Donc, le patient. Relax. Elbow up. Relax. Elbow down. Relax. Elbow up. Relax. Elbow down. Voilà. Donc, il y a un temps de rééducation assez long, avec la réinnervation, et voilà ce que ça donne à terme sur un test paramétrique qui est le Box and Box Test. Et vous voyez avant, après, là aussi, bon, c'est assez... je vous laisse visualiser sa diapo. Alors, c'est pas terminé, parce que là, on est dans le moteur. Et je pense, ce sont des nerfs mixtes. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça au départ. C'est qu'effectivement, comme ce sont des nerfs mixtes, eh bien, ils se sont retrouvés avec des patients, avec des grandes variations interindividuelles, ou les patients avec une réinnervation sensitive au niveau de la zone pectorale. Donc ils se sont dit, mince, alors ils sont allés cartographier, voilà. Donc on reproduit un petit peu la sensation référée du 2e, 3e, 4e, 5e doigt, et puis ils se sont dit, on va essayer de redonner la sensibilité. Et ils y sont arrivés. Et voilà ce que ça donne.
Ouh. Voilà. La patiente, alors comment ça marche? C'est tout simplement un capteur qui est en distalité, qui est mécanique, et un tactor qui vient reproduire la prise. Donc vous voyez, effectivement, il reproduit une zone d'appui. Alors je ne vous ai pas montré la diapo, ils sont allés plus loin dans le process de fabrication, c'est-à-dire qu'ils sont allés, avec la cartographie, ils sont allés reproduire un mappage collé de la zone innervée, et donc maintenant ils ont des systèmes d'électrodes encore plus perfectionnés que ça. Il est évident que ce sont encore des patients qui sont, j'allais dire, candidats pour des protocoles de recherche. Alors redescendons un petit peu. Là on a déjà des nerfs individualisés. Ça, ce sont les travaux de Jacqueline Ebert. En fait, elle est dans l'Alberta, c'est pas très loin de Chicago, de l'équipe de Quicken, et tout ça, je vous l'ai dit, ça vient un petit peu quelque part quand même, j'ai bien regardé, de la Johns Hopkins. Et là, on peut imaginer qu'effectivement, au niveau du bras, vous avez en particulier le nerf médian et le nerf ulnaire. Donc, ils ont gardé les nerfs natifs pour la gestion du coude, pas de problème. Et puis, ils sont allés de façon chirurgicale. Alors, je ne vous ai pas mis non plus pour pas trop alourdir, mais il y a une séquence chirurgicale et ils sont allés dissocier les fibres sensitives du nerf ulnaire, les fibres motrices, et ils sont allés réimplanter ça. Alors, un coup sur la face latérale du biceps, puis sur la face latérale de l'avant-bras pour la partie sensitive, et de l'autre côté, la face médiale du triceps, et ainsi de suite. Voilà. Et là aussi, effectivement, ils ont reproduit, après la séquence de réinnervation, avec un tactor et un capteur, et ils ont évalué les patients avec une main robotisée, si vous voulez. Alors, ça faisait l'objet d'une communication qu'elle avait fait au congrès de l'OTAN, puisqu'on était un groupe, si vous voulez, de MPR militaires, où on nous a demandé de nous réunir, et on s'est réunis à l'occasion d'un congrès, elle nous a montré ses résultats. J'ai pas la vidéo, mais croyez-moi sur parole, moi je l'ai vu, le patient, les yeux fermés, est capable de dire, là, je prends un verre, il est en plastique, là, je prends une bouteille, elle est en verre, elle a telle dimension. Et ça, c'est quand même stupéfiant parce que ça permet de redonner. Alors évidemment, ce sont des montages qui sont encore assez volumineux, mais voilà pourquoi je vous dis que c'est effectivement, avec la preuve qu'effectivement, on redonne de la sensibilité, c'est-à-dire qu'il est capable de discriminer, de façon assez fine d'ailleurs. Et quand je vous dis que ce sont des travaux de la Johns Hopkins, alors ils n'ont pas publié là-dessus, mais enfin c'est sur le site de toute façon, c'est que, évidemment, alors là je vais rentrer dans les détails de médecins MPR qui s'intéressent à l'appareillage, mais vous comprenez qu'ils sont allés remettre les électrodes de façon personnalisée et individualisée à chaque patient à l'intérieur du manchon de l'emboîture. Ce qui fait que si vous mettez ça, vous perdez un petit peu la bonne adaptation emboîture-moignon et que le vide n'est pas parfait. Donc ils sont allés, ce que vous voyez derrière dans le dos du patient, c'est une espèce de pompe qui vient faire le vide, quoi, et qui permet la parfaite adaptation, et avec une sortie à la partie distale du moignon, des électrodes, avec cette pièce métallique que vous voyez sur votre droite. Alors, redescendons encore, allons en l'avant-bras, et parlons un petit peu nanoélectrodes. Grégoire Courtine en a parlé un petit peu, mais effectivement, avec des nanoélectrodes périneurales qui sont de l'ordre du micron, là aussi ce sont des travaux de la Johns Hopkins. Voilà, c'est des ingénieurs. Alors c'est multi-ingénieurs. Pourquoi la Johns Hopkins? J'ai oublié de vous le dire, c'est le Physical Applied Laboratory. Quand vous allez chercher, vous voyez qu'au départ c'est un laboratoire de défense. Ils travaillent sur le virtuel, ils travaillent sur les drones, ce que je veux dire. Et à la demande de la DARPA, parce qu'ils ont obtenu un financement, ils ont monté au sein de ce laboratoire un département appareillage prothèse. En 5 à 10 ans, ils ont fait tous ces travaux. C'est quand même avec évidemment des ingénieurs. Et ces électrodes implantables, on peut imaginer quand même qu'au niveau de l'avant-bras vont rester les rameaux nerveux dédiés à l'extenseur du 2, l'extenseur du 5, que sais-je encore. Donc ils sont allés les ficher là-dedans. Et est-ce que ça marche? Et ils récupèrent le signal avec un bracelet électromagnétique et ils donnent une commande à la main prothétique. Est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Voilà. Ça marche, mais là aussi, vous voyez, là on est... et là, ce qui est formidable, c'est que là on sort d'une tâche volontaire pour rentrer dans une tâche automatico-volontaire. C'est-à-dire que le patient, voilà, gère sa main de façon... Je vous parle, je bouge mes bras, je n'y pense pas. Et c'est un peu la même chose à laquelle on est arrivé. Mais ça reste quelque chose de moteur. Est-ce qu'on peut arriver à faire des choses sensitives? Alors Grégoire, je vous dis que dans votre école polytechnique, il y a effectivement un travail récent. Ça, ce papier, c'est Angela Sirigu qui collabore au Monde, donc je pense que c'est elle qui on en avait parlé, je pense que c'est elle qui
J'ai oublié de vous mettre le papier, je l'avais, mais en fait, c'est une main myoélectrique italienne, et c'est un chercheur qui est à l'École Polytechnique de Lausanne, qui est d'origine italienne. Donc, ils sont arrivés à faire le même schéma, captor, tactor, mais ça reste quelque chose de filaire pour redonner de la sensibilité et de la motricité. Ça marche bien. Et une des idées, parce qu'on est dans une thématique où effectivement on essaie à la fois de lever des fonds pour la recherche et de dégager des thématiques de recherche et de mettre en place des projets de recherche multidisciplinaires. C'est pour ça que j'avais rencontré Rose Katz à l'occasion d'une conférence à l'ICM et qu'on essaie de solliciter tous ceux qui pourraient intervenir dans cette thématique. Et avec nous, il y a un des neurologues du Val, qui est Damien Ricard, qui a une particularité, c'est qu'il était polytechnicien. Il m'a dit, tiens, t'as vu ce que j'ai vu, parce qu'il est sur d'autres thématiques en neurologie. On fait même des électrodes tatouées maintenant. Ça, c'est un travail d'une équipe taïwanaise, mais je sais qu'il y a les mêmes travails aux États-Unis. Et donc, on peut imaginer qu'on puisse sortir d'un système filaire, qu'on n'ait pas forcément besoin de système de nano-électrodes implantables, parce que pour en avoir discuté avec Paul Pasquina, le patient que vous avez vu, ils ont de gros soucis de fibrose. Voilà. Et qu'à terme, ils ont un problème de bonne rentabilité de ces nano-électrodes. Voilà des pistes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voulais quand même rapidement vous parler de mirror thérapie, parce que c'est en mirror thérapie qu'on voit apparaître des choses. Vous savez que la mirror thérapie ou la sham thérapie, on peut aller des choses les plus simples. Je vous engage à regarder Dr House, parce qu'il y a une très belle une série là-dessus où effectivement il a un voisin qui est un ancien de la guerre du Vietnam amputé et qui souffre de douleurs fantômes, donc qui fait le bordel tous les soirs, et donc un soir il monte et puis il le ceinture et puis il le met en sham thérapie et il a plus mal. Bon, bref. Mais ça marche très bien. Les travaux fondamentaux l'ont bien montré. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple une étude très basique d'ergothérapeutes suédois qui montre, et dorénavant d'ailleurs moi j'interroge systématiquement tous les patients, parce qu'il faut bien distinguer la douleur du membre fantôme de la sensation de membre fantôme. C'est pas la même chose, c'est pas la même intégration au niveau cortical. Et d'ailleurs, il y a un grand parallèle sur le plan physiopathologique entre la douleur sous-lésionnelle du paraplégique et la douleur du membre fantôme. Ce sont les mêmes pistes pharmacologiques, c'est la même physiopathologie, ce sont les mêmes pistes sur le plan pharmacologique. Et c'est assez intéressant. Je vous renvoie à un travail d'une équipe de chercheurs catalans il y a 4-5 ans dans Pain, où ils montraient que c'était l'association, puisque vous en avez parlé hier, de sham thérapie. Je déclenche une gyration de ceinture et je me vois en train de marcher, plus la TDCS qui est efficace. Et pas l'un ou l'autre. C'est les deux qui sont efficaces. Voilà une belle piste de recherche dans plein de thématiques. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des sensations référées, vous l'avez vu, pour le membre supérieur, qui sont à la fois sensitives, enfin, sensations référées sensitives et motrices. C'est-à-dire que quand on interroge bien les patients, il y a ceux qui ont la sensation de membre fantôme, il y a ceux qui ont la capacité de sentir bouger le membre fantôme, et je vous dis, et il y a ceux qui ont la capacité de le faire bouger. Et j'interroge systématiquement les patients. Ça veut dire que quelque part au niveau du moignon, il y a des patterns moteurs, il y a des patterns sensitifs qu'il faut essayer d'aller récupérer, individualiser. Je sais que mes collègues américains à la John Hopkins l'ont déjà fait. Et on met une électrode, et après, on peut, ces mains que je vous ai montrées, on peut demander à l'industriel, vous changez le programme, et puis on va les commander à partir de ces électrodes-là, à la fois pour la motricité et la sensibilité. Ils ont montré avec un schéma assez simple, vous voyez, les douleurs référées, donc ils ont reproduit la cartographie. Ils ont montré qu'effectivement, je vais aller assez rapidement, qu'il y a la sensation, il y a l'illusion du regard, l'illusion de voir bouger et l'illusion de caresser. Et c'est l'illusion de caresser qui est plus efficace en termes de diminution des douleurs. Une autre équipe suédoise est allée récemment plus loin dans un travail et qui a montré qu'en sham thérapie, avec une main avatar, donc vous voyez qu'il y a des électrodes, donc ils ont été récupérés, ces fameux patterns moteurs pour la douleur. Si on le met en sham thérapie, et de façon séquentielle, la douleur de membre fantôme, c'était un patient, un case report, cas princeps, quelqu'un qui souffrait depuis 20 ans d'ailleurs de douleur, il n'avait plus de douleur. Alors, allons encore plus loin, dans le domaine de la tétraplégie, du blessé vertébromulaire, on en a parlé, avec des nanoélectrodes implantées au niveau cérébral. Est-ce que ça peut marcher? Voilà encore notre travail. Quand on regarde bien, là aussi, il y a un lien avec la John Hopkins. Alors, je vois, c'est pas de l'homme, hein, c'est du macaque. L'article est très dur à lire, parce que je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à dire qu'ils avaient effectivement amputé des macaques. Ils avaient peut-être un petit peu peur de Brigitte Bardot, je suppose. Mais en tout cas, à ces singes-là, ces singes macaques, ils sont arrivés à leur redonner de la sensibilité au niveau de la zone pariétale, avec une bonne discrimination, avec un doigt prothétique. Voilà, je voulais aussi terminer sur un message particulier, parce que finalement, je me dis, les patients, ils vont des fois plus vite que nous.
Voilà, il y a un jeune ingénieur qui m'a contacté il y a quelque temps, qui est à Rennes, qui fait partie d'un Fab Lab, une espèce de think tank d'ingénieurs, là. Il est amputé, voilà. Et lui, il se démène et il sait fabriquer sa mère myoélectrique. Alors, vous voyez son système, qui coûte pas très cher, hein, pour moins d'1 millier d'euros, avec une imprimante 3D. Et là, très récemment, il m'a envoyé un message sur son blog, parce que, vous voyez, le bracelet dont je vous parlais pour récupérer les patterns moteurs, ça coûte 150 € sur Internet. Donc, il est en train d'essayer de connecter son capteur à sa main. C'est une main qui est intéressante, parce que je pense qu'il y a un enjeu aussi médico-économique, devoir diminuer les coûts pour ces mains. Donc en conclusion, ça y est, on a des effecteurs performants. Il y a des progrès, mais il y a encore des progrès à faire dans l'interface cerveau-machine. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce fantastique exposé. Quelles questions ? Non, juste un commentaire sur le volet que vous avez souligné à la fin, c'est-à-dire qu'à la fois on a, et peut-être que M. Courtine, s'il est là, peut intervenir aussi, sur le fait qu'on a une technologie qui est absolument superbe, où on voit qu'il y a des choses qui sont déjà effectives depuis un long moment, mais dans une des problématiques, en fait, à mon avis, une des limites majeures dans les interfaces implantées, qu'elles soient neurales ou qu'elles soient, c'est la fibrose et la réaction du tissu nerveux, sur lequel, où en fait, quand on regarde, il y a beaucoup moins de travaux que tout le reste qui est beaucoup plus basique et qui fait que sur les interfaces cerveau-machine chez les tétraplégiques ou les Leukodine syndrome, les quelques données épidémiologiques qu'on peut retrouver, c'est qu'à peu près, il y a la moitié des électrodes qui disparaissent entre 18 mois et 2 ans, ce qui pose un problème majeur. C'est un vrai problème. La question qu'on pose toujours, c'est et chez le parkinsonien, donc je ne sais pas si quand on les implante, mais la différence c'est qu'on stimule, donc on peut augmenter l'intensité de stimulation pour avoir le même résultat, même si ça fibrose. Voilà. Non, c'est un vrai problème, hein, pour en avoir discuté avec Paul Pasquina. Le patient que je vous ai vu, effectivement, on a ce problème de fibrose. C'est pour ça que je pense, d'abord que le modèle de l'amputé, je plaide pour ça, parce que d'abord c'est une maladie orpheline, c'est 250 amputés par enfant, donc ça n'intéresse, autant vous dire, personne. Voilà. Quand vous allez voir les industriels, ou comme ça, voilà, il faut commencer par ça. Mais en tout cas, c'est un bon modèle, parce que ce dont je vous ai parlé, je pense quand même que le moignon, il y a des patterns, il y a des choses qui se baladent. Je suis en contact avec Aymar de Rugy, qui est le nouveau patron du CNRS là, à Bordeaux, je pense, enfin, qui fait beaucoup d'électromyographie, je pense qu'il faut essayer d'aller récupérer ces patterns, moteurs et sensitifs, et essayer de faire quelque chose, et que ça peut passer par des dispositifs moins invasifs. Voilà, ces fameuses électrodes. Enfin, il y a des choses à... Alors, ça ne sera probablement pas le cas pour un paraplégique, mais il y a quand même des choses à fouiller de ce côté-là. Oui, mais c'est vrai que le problème de la fibrose, les patients qu'on a vus, je pense qu'ils n'ont pas publié à cause de ça, d'ailleurs. Si vous voulez, je peux commenter un peu donc, dessus. Donc, il y a 2 aspects avec la fibrose. Un, c'est pour enregistrer, là c'est une catastrophe. On est encore relativement loin de la capacité à enregistrer des potentiels d'action pendant longtemps. Même si aux États-Unis maintenant ils ont créé des organic coating, où ils ont des enregistrements sur les singes maintenant pendant 2-3 ans. Donc ça vient quand même. L'autre chose par rapport à la stimulation qui n'a rien à voir, comme vous l'avez dit, on peut stimuler quand même pendant longtemps, il faut quand même garder la spécificité. Le grand problème de ces électrodes Utah Array, là, que vous avez montré avec les silicones, c'est qu'elles sont extrêmement rigides. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage entre les propriétés mécaniques du tissu, les nerfs, et l'interface qui est extrêmement rigide. Donc, avec vous avez notre champ d'électrodes en silicone, là. Ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y a aucune réaction de la moelle épinière et du cerveau quand on les met, parce qu'elles ont exactement les mêmes propriétés mécaniques que la dure mère. Et donc en ce moment, ils sont en train de créer des électrodes qui sont aussi comme ça, qui sont dures et qui vont devenir molles. Et si ces électrodes deviennent fonctionnelles, c'est la solution. Pour stimuler la neuromodulation, ça va tenir pendant des années. Et donc Silvestro Michera, qui est effectivement professeur à l'EPFL, qui a fait donc, la main prosthétique, qui a rétabli la sensation, qui travaille beaucoup avec moi sur Mera, c'est lui qui fait les contrôles algorithmes. Donc il va faire une implantation de 2 ans avec un système complètement intégré de stimulation et d'enregistrement à base des signaux électromyographiques. Pour la petite histoire. Non, juste pour vous dire qu'effectivement, à Toulouse, au LAS, à Toulouse, il y a des gens qui travaillent sur des électrodes comme ça, et on a à peu près le même type de réflexion avec des produits qui sont un peu différents. Pour l'anecdote rigolote, c'est que pour mettre des électrodes qu'on essaie d'implanter, puis où ça se dissout, il ne reste plus que les fils,
La première chose qu'ils ont testé, c'est le PEG, ce qu'on utilise pour la constipation, qui est quelque chose qui est rigide quand c'est à une température ambiante et qui, à la température corporelle, devient liquide. Alors ceci dit, ça a été abandonné parce que c'est trop rapide comme dissolution, donc on n'a pas le temps de le planter correctement. Mais c'est pour vous donner que en fait, la vraie problématique, et probablement que c'est pour ça que Lausanne est à l'avance, c'est en France, ce qui est compliqué, c'est ça demande à changer de champ et à aller discuter des gens avec qui on n'a pas du tout le même vocabulaire commun et de prendre un peu de temps pour faire ça. Et c'est ça qui est difficile, à mon avis. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cet avis. On va rentrer dans un aspect plus politique, mais effectivement, la chance qu'on a, par exemple, en Suisse, c'est d'avoir sous une même structure, là on est le centre de neuroprothèse, en plein cœur de Genève, ces professeurs qui ont quand même beaucoup d'indépendance, mais qui travaillent tous ensemble, qui sont assez jeunes, à qui, à 32 ans, on donne un laboratoire à quelqu'un avec une ligne, il peut faire ce qu'il veut finalement. Alors qu'en France, c'est un établissement un peu plus mandarinaire, où c'est peut-être plus difficile de mettre les gens en synergie, voilà. Oui, c'est un peu ça, hein. Pour tout vous dire, quand on essaie de lever des fonds, statutairement, par exemple, le ministère de la Défense n'a pas droit de faire d'appel d'offres. On ne peut pas dire, comme ont fait les Américains, je voudrais un genou bionique amphibie. Voilà. Ils ont été voir Autoboc, qui leur a fait le truc, ils l'ont payé, et puis un an après, ils ont eu le genou amphibie. Alors, il y a des astuces, il y a effectivement la DGA, mais c'est compliqué à monter. C'est compliqué, effectivement. Mais bon. Oui. Une question d'ordre pratique pour la main bionique. Une fois le malade, il a compris le programme de rééducation et tout, est-ce qu'il y a un contrôle régulier à faire? Oui, il y a une maintenance, hein. C'est très délicat. Il y a un contrat de maintenance, il y a un contrat d'assurance. On a même été obligé de l'incrémenter avec des choses telles que le vol. Il y a des mains aux États-Unis qui ont été volées. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas prévu par le fabricant. Donc il a fallu leur faire prendre une assurance particulière ou leur souscrire pour eux des assurances particulières. Et est-ce qu'il y a un risque de dysfonctionnement des électrodes ou... Quels sont les problèmes qui peuvent survenir avec ces... Avec les électrodes implantées, on en a parlé. C'est pour ça que moi je pense que probablement le système non invasif avec des électrodes tatouées ou des électrodes, une cartographie, voilà, avec une cartographie bien faite, une référence des patterns moteurs et sensitifs, c'est probablement la solution parce qu'on est moins invasif. Mais peut-être que je me trompe. Une question, est-ce que la cartographie cérébrale chez ces patients se modifie parce que oui, ça, oui. Alors ça, c'est un autre sujet. J'ai pas voulu en parler parce que, mais oui, bien sûr, il y a une plasticité cérébrale et ça, c'est très étonnant. Et donc, quand on regarde le grand parallèle, c'est pour ça que je vous parlais de douleur fantôme parce que, en fait, on est aussi dans des patterns moteurs, des patterns sensitifs, des zones du cortex moteur, pariétal, où elles se modifient. Je vous renvoie aux travaux d'Angela Sirigu, hein, qui est quand même celle qui, en termes de préhension, on connaît bien. On veut essayer de travailler avec elle. Donc oui, elle se modifie. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est très intéressant. Ouais, c'est pas étonnant. Non, parce que pas étonnant. Le renseignement sur le déplacement, sur la force est fait par les fibres 1 et les fibres 1B des fléchisseurs. Et là, je pense que c'est fait par les fibres 1 et 1B du muscle pectoral. Tout à fait. Donc, doit prendre une expansion considérable. Tout à fait. Et puis quand on fait référence à la douleur de mon fantôme ou à la sensation de mon fantôme, il y a ce fameux remapping qu'on voit disparaître quand on met des mains. Il y a par exemple une très belle étude qui montre que plus on utilise, c'est pour ça que je pense qu'il faut rapidement appareiller les patients avec des matériaux performants et rapidement, et qu'ils les utilisent. Plus on utilise sa prothèse et plus on l'utilise avec une prothèse performante, moins on a de douleur et plus on améliore sa fonction. Voilà. Oui, c'est vrai. Par exemple, des patients amputés de membre inférieur, quand on les met de façon très classique et de façon progressive, avec d'abord un genou mécanique monoaxial à verrou et qu'ensuite on les passe sur un genou bio-ionique, on a beaucoup de mal à les sortir d'un schéma moteur dans lequel ils ont travaillé pendant plusieurs mois, quoi. Ouais, c'est normal. Et c'est compliqué. Merci beaucoup.